Et donc je donne maintenant tout de suite la parole à Élie. Merci beaucoup. Et en effet, je parlerai de ce qui bouge, de ce qui oscille, de ce qui flotte, plus précisément, quant à l'espace et quant au temps, ce qui est quand même l'horizon de l'affaire. C'est d'arriver au temps flottant à travers une figure spécialement lyotardienne, davantage que deleuzienne, qui est celle de l'espace flottant. Je reprends ce syntagme à Lyotard, ça revient plusieurs fois, à commencer par discours-figure, et j'essaierai de déplier 2-3 idées autour de cette affaire d'espace flottant pour vous montrer de quelle manière, dans l'état présent de ma recherche, la rencontre avec Lyotard s'impose pour essayer de penser autre chose que je crois lui n'a pas cherché à penser spécialement, qui est un état de flottaison, de flottement ou de flottage, comme il dit, du temps. Alors, je vais expliciter un peu les enjeux de cette affaire dans un instant, mais d'abord un mot sur mon mode d'exposition. Je ne vais pas vous faire le coup d'une conférence ou d'un exposé à brouter. Vous savez que dans les premières pages de Discours-figure, Lyotard rêve d'un livre qui serait à brouter, qu'on pourrait prendre par n'importe quel bout, dans n'importe quel ordre, et il regrette un peu de ne pas l'avoir fait assez lui-même. Donc je ne ferai pas ce coup-là, ce serait vraiment impudent. Mais simplement, c'est vrai que je vais procéder un peu par extraction ou prélèvement de vignettes. Des prélèvements textuels, essentiellement dans Lyotard, un peu moins dans Deleuze. Donc j'ai procédé de façon pas vraiment fragmentaire, parce que tout ça est quand même relativement lié, mais disons sur le modèle d'une sorte d'anamorphose éclatée. Je vais faire se succéder des vignettes, des sortes de décalcomanie conceptuelle dont l'objectif est de faire lever une question, de préciser les contours d'un problème. Vous voyez, donc ce problème, je l'ai énoncé, et ça reste une formule un peu abstraite ou incantatoire, faire flotter le temps. Et mon intuition, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut passer par l'espace flottant, tel que Lyotard le conceptualise, tel que, maintenant je reprends les choses à l'envers, tel que Deleuze ne le conceptualise pas vraiment, pour penser ce que Deleuze ambitionnait, lui, c'est-à-dire faire flotter le temps. Vous voyez la tresse, le noix de Deleuze-Lyotard. Je pense que les outils pour faire flotter le temps, c'est Lyotard qui les a produits, en mettant au point cette idée d'un espace disjonctif, ou cet espace fracturé, notamment dans Discours-figure, qu'il appelle l'espace flottant. Mais le problème, c'est Deleuze qui l'a déplié, la tâche qu'il a explicitée dans toute son ambition, c'est celle de faire flotter le temps. Simplement, il n'a pas les outils qu'il faut, à mon sens. Alors voilà, c'est très ambitieux tout ça. Et donc je commencerai, ce sera ma première série de vignettes, par le début, c'est-à-dire par Discours-figure, le livre de 1971, donc, la thèse de Lyotard, publiée en 1971, qui se conclut, vous en souvenez peut-être, par un long développement sur l'écoute flottante, au sens psychanalytique. L'écoute flottante, l'écoute de surface, l'attention non focalisée de l'analyste, et curieusement en relation, dans le texte de Lyotard, en relation avec le travail de l'anamorphose, les représentations anamorphiques. Alors, un mot donc, c'est quasiment la dernière page de Discours-figure, je veux dire la dernière page du corps principal du texte. Un mot sur l'écoute flottante, voilà comment Lyotard l'interprète lui-même. Alors que le discours symptôme, alors celui de l'analysé, le discours symptôme est une surface secondaire habitée par des traces d'opérations primaires, l'écoute flottante, celle de l'analyste, renverse cette relation et place cette surface, donc cette surface où viennent s'inscrire symptomalement des processus primaires, mais en quelque sorte filtrés, exfiltrés par des élaborations secondaires. Ce que fait l'analyste avec l'écoute flottante, c'est de renverser la situation, renverser la relation, et placer donc cette surface, la replacer dans un espace primaire, qui va faire écho à ces traces, où elles vont pouvoir se manifester. Ainsi, c'est la conclusion principale qu'il en tire, l'interprétation est un travail au même titre que le rêve. Elle n'est pas un commentaire, ce sera un métadiscours de l'analyste, mais c'est un travail qui est symétrique à celui du rêve, à celui de l'élaboration psychique dans le rêve. Elle n'est pas un commentaire, pas un métalangage, elle est d'abord une pratique opératoire qui fait violence à l'organisation manifeste du langage, à sa syntaxe, à sa signification articulée. Et ça passe en effet par une pratique de l'attention, une attention qui serait non focalisée et qui se maintiendrait dans un état de flottement qui, justement, lui donnerait accès à cet espace de dessaisissement où il s'agit de replonger les élaborations secondaires, les significations, les symboles, etc.
Alors, cet espace de dessaisissement auquel donne accès l'écoute flottante, c'est le type même de ce qu'on pourrait appeler un espace critique. C'est-à-dire, c'est ça qui va justifier le rapprochement avec les représentations en anamorphose, c'est un espace qui est fait en fait lui-même d'espaces imbriqués ou intriqués. Alors ici, très clairement, c'est l'espace du processus primaire, que parfois il appelle la matrice, c'est une des figures du figural, la troisième, la plus inquiétante, la matrice. On pourrait dire que c'est l'espace du processus primaire, c'est un espace qui est absolument désarticulé et qui en même temps n'est pas vide et le lieu d'opération qui sont extrêmement déterminés. Et puis, l'autre espace, mais que l'écoute flottante va ressaisir en quelque sorte dans un état de plongement dans le premier, l'autre espace, c'est l'espace des significations, des élaborations secondaires. C'est l'espace du discours, si vous voulez, pour aller très vite. Bon, et donc, pour terminer ce premier tour, l'enjeu, ce serait de montrer, que ce soit dans le processus de la cure analytique ou que ce soit dans le processus créatif, dans l'art, ce serait de montrer qu'on peut toujours replonger et qu'en fait, l'espace secondaire est toujours déjà plongé dans un espace flottant. Le terme apparaît page 382 à la fin du livre, réapparaît. Et que ce flottage, ce flottement, peut être ressaisi dans la dimension du jeu, le jeu J-E-U. Il y a un jeu entre ces deux espaces, l'espace primaire et l'espace secondaire, qui peut être accentué, intensifié à travers des opérations précises dont l'anamorphose donne le type. Alors maintenant, j'en viens aux anamorphoses. Parce que déjà, dans ce type de couplage, on voit aussi la manière dont travaille Lyotard. Et on va arriver à déterminer un peu plus précisément ce que c'est qu'un espace flottant. Disons que l'espace flottant, ça n'est pas, pour déjà préciser les choses, ça n'est pas la même chose que l'espace primaire. L'espace flottant, c'est l'état justement d'oscillation dans lequel on se trouve quand les deux espaces sont saisis dans leur intrication ou dans leur co-implication. C'est ça l'espace flottant. C'est en quelque sorte l'intrication de l'espace primaire et de l'espace secondaire. Ça n'est pas la même chose strictement que l'espace primaire. Alors l'anamorphose, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous savez ce que c'est cette curiosité optique. Alors j'aurais aimé pouvoir projeter des images, etc. On fera ça une autre fois. Je vous renvoie au très beau livre, d'ailleurs cité par Lyotard, de Baltrushaitis, Anamorphose, les perspectives dépravées, notamment le deuxième volume, qui contient, à mon avis, les plus belles analyses. Je vais en citer quelques-unes. Cette curiosité optique, qui donne une forme plaisante à d'arides considérations géométriques, liées à la géométrie projective, elle tire son efficacité plastique, sensible, sa puissance de fascination, des métamorphoses, des transformations dont elle organise le spectacle. Et quand on parle de transformation, en l'occurrence, c'est ça qui retient l'attention de Lyotard, c'est des transformations qui ne se contentent pas de transformer une figure par dilatation, par homothétie, par projection en général, mais qui réellement transforment des espaces en d'autres espaces. Dans les anamorphoses les plus abouties, les plus intéressantes, les plus complexes, alors notamment les anamorphoses coniques et la version la plus folle, les anamorphoses éclatées, la figure à un moment donné se déchire, on a affaire en fait à la projection d'un espace dans un autre. Et c'est là qu'on touche à notre problème. Placer un cylindre dont les surfaces sont en miroir, réfléchissantes, au centre d'une figure étrangement difforme, et vous voyez que, par miracle, tout s'arrange en forme rassurante, en bonne forme, selon les bonnes proportions, une femme avec un oiseau en cage, un joueur de luth devant son cahier à musique, etc. Il y a un rapport projectif qu'on peut analyser de façon mathématique, mais le propre de l'anamorphose, de son effet esthétique, c'est qu'il fait sentir la déformation dans son processus même. Ce que fait voir l'anamorphose, c'est pas simplement des figures, des formes défigurées ou transformées, c'est un processus de déformation en acte. Donc, l'image se dilate, se déplie en largeur, comme un éventail, et c'est ça qu'il faut voir. Ou alors, à l'inverse, la femme, dans un passage amusant de Baltrushaitis, la femme, à l'oiseau, ramollie comme de la cire, sa tête s'incline, ses traits se liquéfient, se mettent à couler, avec lenteur et grâce, précise Baltrushaitis. C'est ça qu'on voit, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, du processus, d'une métamorphose en acte. L'anamorphose montre ça, un processus de dénaturation en acte, comme si la figure était traversée par une tension qui oppose, explique Lyotard, deux espaces hétérogènes,
comme si elle était étirée, projetée sur elle-même, parce qu'en fait, elle ne change pas de nature d'une certaine façon, même si elle devient de moins en moins ressemblante à elle-même, comme si elle était projetée sur elle-même par l'effet d'une torsion interne, par l'effet de son passage à travers deux espaces hétérogènes. Et dans les perspectives coniques, l'effet est évidemment le plus saisissant. Donc les perspectives coniques, elles sont construites autour d'un miroir qui redresse les images quand on les regarde par la pointe. Je cite ici Baltrushaitis. Il n'y a plus qu'une dilatation circulaire, le centre de la composition se reportant sur la périphérie. L'anamorphose s'ouvre comme une fleur en déchiquetant l'image. Le monde éclate avant de se refaire. Les têtes, les membres se détachent des corps et se retournent. Évidemment, l'opération peut se lire dans les deux sens. On peut aussi passer de l'état déchiqueté de l'image à son rassemblement, à sa recollection en une bonne forme. Bon, on a là sous les yeux une sorte d'échangeur perspective qui révèle l'aberration des formes naturelles, la dépravation en acte. L'image s'anime, si on refait le trajet inverse, elle bouge, elle change au moindre déplacement des yeux. Et ce qui intéresse beaucoup Lyotard dans cette affaire d'anamorphose, c'est que dans ce type de représentation, il y a une subversion complète du rapport représentatif classique, c'est-à-dire ce qui est allégorisé par le portillon de Dürer, la visée de l'objet, du sujet pictural à travers une grille ou une vitre qui installe un système de coordonnées. Bon, il ne s'agit pas d'être dans ce fantasme référentiel, ce fantasme optique qui consiste à viser l'objet, viser la présence de l'objet à travers des coordonnées, de l'autre côté du miroir ou de la vitre, mais en quelque sorte de faire refluer le sujet sur la vitre, de l'écraser sur l'écran, et de sentir sur la vitre elle-même, à la surface du tableau ou de la représentation picturale en général, quelque chose comme le passage d'une zone ou d'une spatialité à une autre. Et l'œil accompagne ce tremblement, ces métamorphoses qui ont lieu en quelque sorte à la surface. Voilà ce qu'en retient, je résume à grands traits Lyotard, subversion du théâtre représentatif classique, qui perd l'unité de la bonne forme, mais aussi tout le dispositif de représentation au profit de purs rapports de transformation entre des espaces hétérogènes. Et alors ça lui permet, et là je travaille un peu à rebours en remontant dans le texte, ça lui permet en fait de proposer une sorte de généralisation à l'ensemble de l'acte créateur ou du travail poétique, comme il dit, dans sa fonction critique. Tout travail proprement poétique, et l'anamorphose n'est finalement qu'un cas exemplaire, dans sa fonction critique, a pour fonction d'instituer quelque chose comme un espace de flottement, un espace flottant, à la fois rigide et souple, dit Lyotard. Et en fait, le lieu où il théorise ça de la façon la plus frappante, avec une image que je veux tout de suite vous soumettre, c'est la conclusion d'un long commentaire d'un texte, ou plutôt d'un montage texte-image de Butor qui s'appelle Illustration. Bon, sur la base de photographies de paysages américains, Butor produit un texte dont je ne veux pas du tout restituer le principe de fonctionnement, c'est assez complexe. Mais voilà comment se conclut l'analyse qu'en donne Lyotard. Il dit, le travail de Butor, la manière dont il fait s'interpénétrer la figure et la forme, le texte et l'image, a pour résultat un ensemble, je cite, page 373, qu'il faut nommer flottant, qui est à la fois rigide et souple, et qui astreint l'œil à entrer avec la page dans un commerce nouveau, flottant comme ces trains de troncs que les haleurs poussent vers la mer sur les lacs de Scandinavie. Ensemble invariable en longueur, c'est les troncs, et en largeur, mais épousant les ondulations de la surface de l'eau, donc mobile en hauteur ou profondeur. De même que les mouvements de l'eau se font percevoir beaucoup plus finement grâce aux déformations qu'ils causent à la surface de l'ensemble lié des troncs, de même, la rigueur linguistique maintenue dans le texte permet au lecteur de sentir les remous qui travaillent les couches inécrites qui supportent les troncs de langage. Et en fait, cette image a la valeur de paradigme, puisque au fond, ce qui caractérise toute création, tout processus poétique, c'est cette manière dont on peut installer un milieu qui est interne à l'œuvre, mais qui est flottant, en un sens défini, pas du tout flottant parce que ce serait imprécis, vague, indéterminé, mais au contraire parce que c'est à la fois lié, et précisément lié, et en même temps souple. Et ça procède toujours par la combinaison d'espaces hétérogènes, d'étendues hétérogènes, précise Lyotard. Alors, je voulais commencer par là.
et vous introduire maintenant deux éléments supplémentaires qui permettent d'épaissir un peu le trait, de comprendre un peu mieux le processus. Qu'est-ce que ça veut dire que de rapporter des espaces hétérogènes? Sachant que l'intrication de l'espace primaire et l'espace secondaire, dont j'étais parti, et dont l'écoute flottante de l'analyse donne le principe, n'est au fond qu'une amplification de ce processus qui a lieu à tous les niveaux de la création, à tous niveaux d'opérativité, et qui est donc plus généralement l'intrication d'espaces hétérogènes, primaire et secondaire étant en quelque sorte le procédé général. Mais enfin, après, il faut le ressaisir concrètement sur des cas et identifier ces espaces. Alors, ce qui permet de le faire, je dirais, c'est déjà une vision un peu plus précise de ce que c'est que, dans l'ordre pictural, dans l'ordre justement de l'appréhension de l'espace de représentation picturale, ce que c'est qu'une vision elle-même flottante. On parlait d'écoute flottante, donc qu'est-ce que c'est qu'une vision flottante? Je crois qu'on trouve une détermination de cette affaire assez précise dans les passages que Lyotard consacre à ce qu'il appelle la vision latérale. D'abord, l'anamorphose, alors c'est le cas le plus évident, c'est le fameux os de sèche qui s'avère être un crâne quand on se place selon le bon angle dans le fameux tableau de Holbein, Les Ambassadeurs. Il faut une vision latérale pour faire apparaître l'anamorphose dans son procédé, pour voir autre chose qu'une tache comme ça, malencontreusement placée en travers de l'image. Ça, c'est le plus évident. Mais en fait, même dans les formes beaucoup plus compliquées d'anamorphose, où la question du point de vue elle-même se trouble, on a toujours besoin d'une vision latérale, c'est-à-dire d'une vision qui envisage les choses, justement, en ne passant pas trop vite de l'autre côté du miroir, ou à travers la fenêtre, ou l'écran, ou la vitre, et qui, en quelque sorte, s'installe et s'attarde sur la surface du tableau. C'est ça, une vision latérale. C'est une vision qui s'inscrit, en quelque sorte, sur la glace, comme dit Lyotard, qui ne traverse pas trop vite cette paroi en direction de la scène virtuelle. Et cette théorie de la vision latérale, elle est développée au sujet de l'anamorphose, mais déjà beaucoup plus en amont dans le texte, dans un passage qui a pour titre une section en fait qui a pour titre latéralité, page 155 et suivante, où il est question d'un certain rapport de l'œil à l'objet ou à l'espace en général, un rapport qui serait latéral plutôt que frontal et qui déferait la belle organisation gestaltiste, théorisée par les psychologues de la forme, de la gestalt, en termes de figure, de fond, et qui ferait lever en quelque sorte, à travers par le biais d'une vision périphérique en quelque sorte, un halo de données en surimpression en quelque sorte, ressaisi par un mouvement de l'œil qui, à la limite, peut être lui-même complètement immobile. C'est la fameuse immobilité de Cézanne qui peint en quelque sorte l'œil collé à la montagne Sainte-Geneviève. Ce qui se manifeste là, c'est quelque chose comme un autre espace, un espace courbe, mais en même temps saisi de biais. Et le mieux peut-être c'est de citer ici l'attention, alors que l'attention focalisée refoule toutes ces données périphériques, l'attention flottante laisse monter une vaste frange, je cite, une vaste frange périphérique à espace courbe. Je cite encore, la différence spatiale est encore plus paradoxale que l'écart qui donne l'invisibilité de l'autre face de la chose dans l'articulation gestaltiste. Elle est plus rudimentaire aussi, elle est la distance insaisissable entre la périphérie du champ visuel et son foyer. Donc là, vous voyez la différence des deux espaces, elle est en quelque sorte interne, elle fait partie du milieu de l'œuvre, elle est interne à la vision, elle est la différence entre l'espace focalisé, qui est quand même là, dont on ne peut pas totalement s'abstraire, et cet espace périphérique, ces parages ou ces franges du champ visuel qui font remonter des sensations en surimpression. Bon. Cet écart donne beaucoup plus que l'ici et l'ailleurs, l'échelonnement des plans dans la vision phénoménologique, ou que le recto et le verso, dont les gestaltistes ont fait une sorte de principe, l'intérieur et l'extérieur, la figure et le fond, etc. Il donne, dit Lyotard, la discontinuité qualitative des deux espaces dans leur simultanéité. L'espace courbe, crépusculaire, évanescent, latéral, du premier contact périphérique avec quelque chose, et
mais simultanément l'espace rectangulaire, stabilisé, constant, central de la saisie en zone fovéale, donc l'espace de l'attention, de la vision focalisée. Mais il faut que les deux soient donnés en quelque sorte en même temps. C'est ça qui m'intéresse. Et donc j'en viens au deuxième motif, qui est en fait une généralisation de cette affaire de latéralité, qui est le motif de l'espace disjonctif. On pourrait dire au fond que l'œuvre devient critique quand elle arrive à poser simultanément, c'est ça le point, deux étendues, deux espaces hétérogènes. Et cette espèce de disjonction simultanée, cette disjonction inclusive ou cette disjonction conjonctive, selon une figure oxymorique par laquelle on ne peut pas éviter de passer en réalité, qui donne le principe au fond du montage de l'espace flottant. Donc combinaison, imbrication au sein d'une même expérience de deux espaces hétérogènes et la possibilité de se transporter de l'un à l'autre selon certaines opérations. Et cette figure de l'espace disjonctif, il arrive souvent à Lyotard de la saisir ou de l'identifier comme un état oscillant, mais en réalité il faut bien comprendre que cette oscillation, c'est toute la difficulté, est moins saisie justement comme dans un état d'exclusivité. C'est pas une disjonction logique, mais c'est une disjonction en quelque sorte qui se résout dans la simultanéité. Donc c'est une disjonction inclusive. L'oscillation se fait en quelque sorte sur place. C'est bien ça qu'il faut essayer de saisir, et le terme même d'espace oscillant semble un pis-aller pour saisir ce qui est en jeu dans le flottement ou le flottage. Alors, soyons maintenant plus concrets, puisque tout ça a tourné quand même autour de théorie, de la perception. Soyons concrets et allons aux choses, à l'œuvre de Cézanne en l'occurrence. Donc là, je passe à un autre livre, mais le propos est quasiment contemporain de Discours-Figure, puisqu'il y en a déjà question dans Discours-Figure. C'est donc Cézanne que là, je prends donc dans Dispositif pulsionnel, c'est le fameux texte sur Cézanne, lecteur de Freud. Il est question, dans un passage très précis, qui s'attache à décrire des œuvres précises, des tableaux précis, des périodes précises dans l'œuvre de Cézanne, on retrouve l'idée de l'espace oscillant, d'un espace de non-localité, dit Lyotard, qui correspond, en l'occurrence, davantage à la première période de Cézanne, la période dite sombre, qu'à la période peut-être mieux connue, constructive ou synthétique. C'est l'espace le plus flottant, l'espace où Cézanne parvient en quelque sorte à superposer des points de vue incompatibles, plusieurs points de fuite au sein d'un même espace de représentation. Alors il donne comme exemple un tableau en particulier qui est, si je retrouve la page, qui est La Pendule Noire, 1869-1871. Dans La Pendule Noire, je cite, « L'incertitude de l'échelle due à la présence de la glace, la coexistence de deux points de fuite commandant deux systèmes perspectives linéaires simultanés, incompatibles selon la règle de l'école, enfin l'usage d'un régime de valeurs par contraste violent, noir-blanc, qui fait basculer le fond noir vers l'avant, et le premier plan se hérisser de lignes actives comme pour se défendre, donc il y a simultanéité du renversement figure-fond, simultanéité de deux points de fuite incompatibles. Bon, tout ça contribue à ouvrir un espace oscillant, un espace non localisable, qui a déjà quelque chose de presque abstrait et qui annonce ce qui est peut-être mieux connu ensuite, l'espace court cézannien, l'espace de l'œil immobilisé, qui traite la nature à partir de formes sphériques, cylindriques, etc., plutôt qu'en cube, comme on l'a souvent dit de Cézanne. Bon. Alors évidemment, ce texte-là, il faudrait développer, mais moi il m'intéresse parce qu'il fait voir de façon très claire qu'on obtient un espace flottant en superposant deux points de fuite, deux perspectives en quelque sorte, et c'était déjà le sens de... Enfin, ce sera, je télescope les temps, ce sera, je pense, un peu plus tard, à moins que non, c'est quand la fameuse conférence de Foucault sur Manet qui a été publiée il y a quelques années. C'est avant, alors. Enfin bon, à peu près à la même époque, sans qu'il se soit nécessairement concerté. C'est quoi ? Oui, c'est ça, donc c'est avant. Mais peu importe, Foucault, notamment dans son analyse du tableau du bar, le fameux bar un bar aux Folies Bergères, il explique exactement selon le même principe que ce que fait Manet, qui est tout à fait incroyable, c'est de composer un espace complètement incertain, un espace de désorientation, en superposant, en intriquant deux perspectives, en fait incompossibles, qui rendent compte de certaines aberrations dans la composition de ce tableau.
Alors, je passe là-dessus, et je passe à la limite en passant à un autre livre, qui est le fameux et peu lu Duchamp de Jean-François Lyotard, Les transformateurs Duchamp. Je dis passage à la limite parce que là, vous allez voir presque à l'état pur ce que deviennent ce type de procédés quand ils sont entièrement déliés et complètement déliés finalement de l'espace phénoménologique auquel s'adosse quand même la perception latérale, l'œil immobilisé de Cézanne. Chez Duchamp, il n'y a plus de rapport à la nature et il ne s'agit plus d'être bête comme un peintre, il faut faire tout à fait autre chose, devenir un artiste de l'intellect en quelque sorte, aussi sec qu'un concept. Et je cite, la dissolution des ensembles visuels chez Duchamp n'a pas pour fin de retrouver un corps, un ego plus originaire que le corps cartésien, une chair, comme disait Merleau-Ponty, ouvrant à un monde sans référentiel. Comme il n'y a pas de problème, c'est une allusion à la phrase de Duchamp, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'origine, même impalpable. Les dissolutions effectuées par le travail de Duchamp ne sont pas des analyses, mais des inventions ou imaginations. Nulle ambition de restituer les difformités qui flottent aux confins du champ de vision, ni l'espace curviligne ou l'étendue chiasmatique supposée les régir. Donc là, on est dans une coupure franche avec tout résidu phénoménologique. L'espace se met à flotter tout à fait indépendamment des conditions de la perception. Il faut aveugler l'œil qui croit voir quelque chose. Il faut faire une peinture de cécité qui plonge la suffisance de l'œil dans la déroute, faire un tableau malade, comme dit Duchamp. Donc, suivent des analyses sur ce que Lyotard décrit comme une machine anamorphique moderne, dont le type est donné par le célèbre tableau de Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires, et qui est en fait entièrement composé de deux espaces hétérogènes, il y a la partie mariée et la partie célibataire, séparés sur le même verre, mais séparés par une étroite bande, et dont on peut saisir la compossibilité, c'est ce que Lyotard s'emploie longuement à expliquer, qu'en imaginant des rapports de projection qui passent par la quatrième dimension. Alors là, on a à l'état pur, quelque chose comme un espace flottant qui serait entièrement déterminé par la mise en rapport paradoxale d'espaces incompossibles. Et évidemment, ce qui m'intéresse, et je m'achemine vers ma conclusion, vous voyez, j'étais très long à mettre en place les choses, mais ma conclusion va renouer toutes les choses autour de la question temporelle, puisque c'est ça, je voulais annoncer qui est à l'horizon de mon travail. J'ai fait vraiment un travail d'exfoliation là, à partir de Lyotard, mais qui est nécessaire pour dégager le problème. Et Lyotard le fait lui-même à divers endroits, mais notamment à propos de Duchamp, quand il montre que ces deux espaces intriqués sont aussi deux temporalités incongruentes, mais symétriques, bizarrement symétriques, quoique incongruentes. Il y a des rapports de temporalité incongruents qui sont le temps de la mariée, dont on ne sait pas très bien s'il est déjà mis à nu ou pas encore, et le temps des célibataires, le temps machinique et une sorte de temps virtuel, un peu flottant pour le coup, ça ouvre tout un train de réflexion dans le texte de Lyotard sur ce qu'il appelle la dyschronie, les rapports de dyschronie, où, disons, le temps serait envisagé non plus comme, justement, selon une conception encore perspectiviste, comme un échelonnement de moments de plus en plus reculés vers le passé, à partir d'un présent qui se renouvelle à chaque instant, mais comme un ensemble de coupures qui flotteraient les unes sur les autres et qui ne constitueraient jamais un flux. Alors, j'en viens justement à ce nuage de l'espace flottant et du temps flottant. En réalité, ce nuage, il est à l'œuvre dans un passage que je peux que mentionner sans vraiment le citer ou le restituer dans sa précision, qui est consacré au milieu du livre, discours-figure, j'y reviens, au milieu de ce livre à Paul Klee. Alors c'est vraiment un très beau passage, et c'est partie des choses les plus belles qu'on ait écrites sur le travail de dessin de Klee. Il est question de la présence flottante de la ligne. La ligne, donc Klee dit qu'il faut la tracer de la main gauche pour justement établir une disjonction entre l'œil qui pense trop et puis la main qui trace d'elle-même. Il faut le faire de la main gauche, elle est un peu maladroite, mais elle court toute seule. Cette ligne flottante n'est plus une ligne qui délimite, n'est plus une ligne qui marque le contour d'une forme détachée sur un fond, mais elle passe entre les formes, elle est un entremonde, elle est ni ligne ni surface. Ça rejoindrait ce que dit Duchamp de dimension fractionnaire, c'est ni tout à fait une ligne,
c'est déjà plus une ligne, mais c'est pas encore une surface, bon, une dimension entre 1 et 2, je passe là-dessus. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ce vers quoi converge cette analyse de l'espace flottant de clés. Ça converge vers un modèle musical, de la polyphonie. Alors il est question de simultanéité des points de vue, de multidimensionnalité, mais il est très clair que ce qu'il y a à l'horizon de ça, et c'est explicite chez Klee, c'est un modèle polyphonique. Et la polyphonie, c'est évidemment, il faut l'entendre aussi au sens musical, c'est une certaine façon d'envisager le déploiement ou le mouvement des formes dans l'espace, la ligne qui se trace, mais qui se trace jamais de façon monodique, mais toujours polyphonique, c'est-à-dire une ligne qui, en se traçant, répond ou s'enchevêtre avec d'autres lignes, se démultiplie, bifurque, moutonne comme ça, et organise quelque chose comme une vaste polyphonie. Et je dirais le modèle du temps flottant qui est à l'horizon de ces analyses, c'est un modèle évidemment musical. Je n'ai pas le temps de citer et de développer, mais page 237-238 de Discours figure, vous allez voir ce thème musical se lever. Et cette idée d'une polyphonie du tableau, d'une simultanéité des points de vue qui s'organiserait de façon orchestrale, se développer un peu. Ça se développe un peu, je dis, et c'est là quand même la limite, je trouve, par rapport à mon ambition, qui est d'essayer de cerner quelque chose comme un temps qui flotterait à l'image de l'espace, et qui nous délierait des figures vraiment prégnantes et obsédantes du flux, le temps flottant, ce qui empêche Lyotard d'aller jusqu'au bout dans ce sens, en tout cas dans l'état où se trouve la réflexion dans Discours figure, c'est que fondamentalement, l'espace primaire, sur lequel s'arc-boutent toutes les constructions qu'il décrit, cet espace primaire, qui est l'espace de l'inconscient pour aller très vite, l'espace du désir, il est fondamentalement intemporel, il est décrit comme tel. C'est un espace qui ne connaît pas le temps, qui méconnaît les découpes et les échelonnements temporels, qui manifeste, je cite, une indifférence fondamentale au temps. Le processus primaire est foncièrement achronique. Il y a une section, page 153-154 dans le livre, qui s'intitule « Le temps refoule ». Qu'est-ce que le temps refoule ? Le temps tel qu'on l'utilise habituellement, il refoule justement la dimension irruptive et disruptive de l'événement. Il neutralise la charge énergétique de l'événement qui toujours arrive, qui ne cesse pas d'arriver, en le projetant, en le rétroprojetant sur le mode de l'être arrivé, sur le mode du passé donc, et donc en l'indexant à une cause, un trauma initial, etc., et en le faisant entrer dans le régime des explications. C'est à ça que sert le temps comme disposition chronique, dit Lyotard. Il est nécessaire à l'établissement de l'ordre du discours, c'est un système de défense, une médiation du refoulement. Le temps refoule. Mais si le temps refoule, et si par ailleurs l'espace primaire qui préside qui est à l'horizon, ou qui est le milieu de plongement de toutes les constructions qu'on vient d'évoquer, si l'espace primaire est lui-même foncièrement achronique, intemporel, si, comme Freud l'a bien montré, l'inconscient est indifférent au temps en un certain sens, alors comment est-ce qu'on va arriver à faire flotter le temps lui-même ? Qu'est-ce que ce serait de faire flotter le temps ? Faire flotter l'espace, on voit très bien ce que ça veut dire, mais le temps. Alors on est incartelé dans l'analyse, au point où on se trouve en refermant le discours figure, on est écartelé entre une figure de l'espace achronique ou dyschronique et une figure du temps comme disposition, comme ordonnancement, comme refoulement, comme machine de refoulement. Et c'est ce qui s'est à travers les analyses, notamment de la superposition des perspectives et du simultané, comme une figure du temps flottant, n'est pas réellement développée pour elle-même. Alors, j'indique, donc c'est vraiment mes derniers mots, si j'ai 3 minutes quand même. Je peux déborder de 3 minutes ? Mais il n'y a pas de problème, tu es pas encore à 40. Ah bon, tant mieux. Tu es à 35 à l'instant, pardon, 34. Alors voilà comment je ferai quelques pas en direction du temps flottant, quelques pas qui sont un effet d'accélération dans l'œuvre de Lyotard et qui nous rapproche aussi de Deleuze. C'est quelques pas vers Kant, pour commencer. C'est-à-dire qu'on voit ressurgir plutôt à la fin de l'œuvre, et notamment dans les textes consacrés à la troisième critique de Kant, critique de la faculté de juger, que ce soit dans l'enthousiasme, dans les textes sur le sublime, ou encore dans Qu'est-ce que peindre, où il y a quand même beaucoup question de Kant en relation avec Buren, Arakawa, et j'oublie le troisième. Adami. Adami, évidemment. Je sais pourquoi je l'oublie, mais je l'ai oublié. Il est question de Kant et de la forme libre. Alors je ne reviens pas là-dessus parce que c'est point connu de l'histoire de la philosophie. Paragraphe 16 de la critique de la faculté de juger, il est question de la forme libre, analytique du jugement de beauté. Comment tu dis ?
Oui, 14 et 16 ensuite. Alors 16, il y a l'idée du jeu, bon, il y a toutes ces choses-là. Non, 14, il y a l'idée du jeu, et ensuite, en effet, la forme libre. Alors, pour aller très vite, la forme libre, telle que l'interprète Lyotard, c'est l'équivalent ressaisi dans les phrases kantiennes de l'espace flottant. Parce que ce qu'il y a derrière la forme libre, alors libre parce que justement, elle n'a pas vocation à entrer dans un régime d'identification conceptuelle, elle est justement vouée à ce libre jeu de l'imagination et de l'entendement, etc. Vous connaissez tout ça, l'exercice du jugement réfléchissant, hein, forme libre sans concept, bien qu'elle fasse penser. Cette forme libre, qui échappe donc à la destination cognitive de la pensée, et elle est pas pensable indépendamment de ce qu'elle manifeste en réalité, de ce dont elle est en quelque sorte le symptôme, à savoir précisément l'espace flottant comme champ pluriel, champ ouvert, que décrit très bien Lyotard dans un passage consacré à Arakawa, c'est page 100 dans la nouvelle édition là, qui rassemble le texte de Qu'est-ce que peindre, qu'il décrit très bien comme un champ, donc ein Feld en allemand, un champ flottant sous les objets. C'est à ça qu'ouvre en fait la forme libre dont Kant a fait la théorie. Il faut exhumer un état de pensée pluriel, une faculté peut-être encore, mais qui est l'enfance de toutes les autres, un monde d'avant la connaissance, etc. Et qu'est-ce qu'il dit dans la foulée ? Eh bien, il fait le raccord avec le temps, ça m'intéresse évidemment. Il dit « Avant que le temps successif prépare au nombre », c'est le sujet de Sébastien Ravel, avant que le temps successif prépare au nombre, en tant que chaîne, il est rythme musical comme forme libre. Et c'est vrai que le rythme musical, la forme en expansion dans le temps, librement développée dans le temps, la forme musicale, c'est un des paradigmes kantiens de ce qui est à penser là sous la désignation de forme libre. Avant que le quadrangle prépare l'espace de la géométrie, il est dessin flottant, monogramme, mais c'est aussi quelque chose qui flotte dans le temps. Alors ça, c'était juste un indice. Et je vais maintenant, donc réellement en conclusion, vous dire où ça nous mènerait si on tirait ce fil que je crois Lyotard, pour des raisons qui sont propres à ses questions à lui, à ses problèmes à lui, et aussi à sa trajectoire intellectuelle, n'a pas ambitionné de développer jusqu'au bout. Savoir donc cette histoire d'un temps flottant. Ma suggestion, c'est qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre appui sur ce qu'il dit ici et là, à l'occasion de cette analyse de l'écoute flottante, ou de la vision latérale, ou de la simultanéité des points de vue dans l'espace multidimensionnel d'un Klee ou d'un Picasso, d'ailleurs, puisqu'on en parle aussi. À l'occasion de ces textes consacrés à des régimes d'attention esthétique très singuliers, et des références qu'il fait aussi à des textes, pour moi, très importants, comme le livre d'Ehrenzweig qui s'appelle L'ordre caché de l'art, où il y a toute une théorie du scanning, l'attention flottante comme scanning, balayage. Lyotard parle d'espace de balayage à ce sujet, donc c'est une des versions possibles de l'espace flottant. Il faudrait en fait prendre très au sérieux ce qui est suggéré dans ces moments-là, et qui irait dans le sens d'une théorie de la polyphonie ou même du contrepoint. Alors je m'explique là-dessus. Ça a beaucoup intéressé Lyotard, même si à ma connaissance il n'en a rien fait directement, si ce n'est la préface au livre d'Ehrenzweig, qu'il a signé. Il y a chez Ehrenzweig toute une théorie de la polyphonie ou de l'écoute polyphonique ou du contrepoint, comme en fait un modèle pour penser la temporalité. Une temporalité qui serait entièrement constituée d'oscillations entre des lignes hétérogènes, qui se développent en fait indépendamment les unes des autres, oscillations entre des moments d'écoute, singularisés par des coupures dans le flot, mais qui en même temps sont rendues insensibles, ces coupures, et même cette oscillation inconsciente, du fait que l'oreille, on pourrait transposer à l'œil, et même à d'autres états de conscience, du fait que l'oreille, en l'occurrence, se place dans un état flottant de scanning inconscient, qui consiste justement à moins s'attacher aux moments singuliers, qui sont en l'occurrence, dans la pratique musicale, aux moments harmoniques, où les voix se superposent harmoniquement les unes sur les autres, de façon à produire des moments d'euphonie et d'euphorie, mais au contraire de se laisser dériver selon un axe horizontal, explique Ehrenzweig, le long de la portée en quelque sorte, en maintenant simultanément le libre jeu des voix, et en évitant justement de les superposer explicitement, en évitant d'essayer de les ressaisir explicitement
dans leur rapport. Donc les maintenir dans leur état de flottement ou de disjonction relative, mais dans une attention qui est globalement inclusive, puisqu'elle se porte sur toutes à la fois, mais en scannant, en balayant comme ça. Et c'est une théorie de la dérive, le terme apparaît explicitement. D'ailleurs, je ne sais pas très bien si c'est tout à fait consonant avec le sens que lui donne Lyotard dans sa dérive à lui, à partir de Marx et Freud. La théorie de la dérive comme déplacement flottant, dit Ehrensweil, c'est-à-dire glissement continu d'une voie ou d'un plan à l'autre, qui les maintient en quelque sorte dans un état de superposition, mais sans avoir à le viser explicitement. Alors, cette théorie de la polyphonie, elle est très intéressante parce que je pense qu'elle produit, elle ouvre une piste pour une alternative à ce que Deleuze, de façon systématique, n'a pas cessé de vouloir penser, à savoir un temps flottant, mais indexé au temps flux. Ce que le modèle polyphonique, donc suggéré par Lyotard, même s'il ne travaille pas jusqu'au bout, ce que le modèle polyphonique permet de penser, c'est un temps qui flotte, mais qui flotte en se déliant une fois pour toutes, peut-être, des modèles du flux auxquels l'indexe encore Deleuze, peut-être à cause de son héritage bergsonien. Et donc, quelques mots là-dessus quand même, pour que ce ne soit pas totalement allusif. Donc, la deuxième partie de mon exposé, c'était une tresse deleuzienne, mais bon, je la laisse entrevoir simplement dans ces mots de conclusion. Vous savez que chez Deleuze, le temps flottant, c'est un terme deleuzien, c'est une expression deleuzienne qui apparaît explicitement dans plusieurs moments de l'œuvre. Le temps flottant, il est pensé alors en rapport avec la musique, évidemment. Dans la conférence faite à l'IRCAM sur la musique, il est question d'un temps non pulsé, d'un temps non métrique, qu'il appelle temps flottant. Il est question dans Mille plateaux aussi, d'un temps, page 327, d'un temps flottant à propos de Cage, d'un temps expérimentation, qui se déploierait en deçà de toute mesure, en deçà de toute pulsation. Et dans ce même passage de Mille plateaux, Deleuze fait le lien avec cette libération du temps effectuée par le concept stoïcien de l'aion, un temps non pulsé, pour une musique flottante. Et il trouve chez Boulez, mais aussi donc chez Cage, et encore chez les minimalistes américains, une théorie musicale de ce que serait ce temps non pulsé. Simplement, tel qu'il le présente, il semble qu'il soit encore inséparable d'une conception du processus qui est indexée à cette conception intensive du temps flux, du temps continu, du temps qui, au fond, trouve son modèle, son premier modèle, chez Bergson avec l'idée de durée. L'idée de durée, avec sa topologie particulière, de voisinage à bord flou, cette multiplicité de compénétration ou de fusion, comme dit Bergson, cette idée bergsonienne, c'est une citation de La pensée et le mouvement, que le présent, le moment n'a jamais une épaisseur nulle, que l'instant est une fiction, qu'en réalité le moment présent est impossible à fixer exactement. Bergson dit c'est quelque chose d'assez flottant. Cette idée du flottement comme étant une propriété topologique intrinsèque au flux de durée, j'ai l'impression que Deleuze s'en départit jamais totalement et qui s'élève jamais, c'est ma dernière phrase, qui s'élève jamais à la conception d'un temps réellement polyphonique, d'un temps qui serait le temps du contrepoint en quelque sorte. Ce temps que Lyotard nous permet de penser avec des outils qui sont ajustés pour lui à l'espace, à cet espace critique ou à cet espace figural qui l'intéresse au premier chef, mais dont je pense qu'on pourrait assez aisément, en tirant les lignes jusqu'au bout, le transposer au temps lui-même. Un temps flottant qui serait réellement un temps flot, et dont l'image la plus juste serait peut-être moins d'ailleurs l'orchestre, même le contrepoint, qui est encore chargé de connotations harmoniques, que justement cette image que Lyotard proposait pour penser l'espace flottant, ces fameux rondins de bois liés et souplement liés qui flottent sur l'eau et dont les déformations laissent sentir quelque chose du flot, précisément. Voilà le flot d'idées et surtout d'images que je voulais vous livrer sans pouvoir les analyser comme il faudrait. Merci. Donc merci pour cet exposé. Donc il nous a offert un montage à partir de Lyotard et Deleuze finalement, une vraie proposition et qui en même temps nous a entraîné à voir tout le temps. Pendant tout le temps qu'on t'a écouté, on essayait de visualiser tout.
Donc tu as pris 44 minutes, donc on a 6 minutes de discussion en théorie. Mais on pourra se laisser émouvoir par l'intérêt. Oui. Corinne. Ma question, c'est sur ce que tu cherches, toi, dans le temps flottant. Parce que, comme tu l'as bien montré, dans l'espace flottant, dans ce moment de disco-figure, ce que Lyotard cherche, c'est un instrument critique. Et je crois que tu as bien vu, je suis d'accord plutôt avec toi, sur le fait qu'il ne peut pas chercher un temps flottant. Et à mon avis, cette proposition, je te propose, c'est parce que, puisque le temps refoule et que l'inconscient nous est pas le temps, c'est plutôt un temps arrêt. Oui. C'est toujours ça qu'il cherche, c'est l'instant de la stupeur. Et c'est ça qui a la fonction critique, et non pas un temps flottant. Maintenant, tu montres de l'autre côté que Deleuze, lui, alors tu dis c'est à cause de Bergson, mais c'est pas seulement à cause de Bergson, c'est la vie minoritaire et la vie humaine qu'il vise, qui fait qu'il faut que ça fuit et qu'il y ait un flux. Donc ma question est, toi, le temps flottant, qui t'intéresse, sans fonction particulière, sur la nature même du temps? Non, il y a quand même... Oui, c'est vrai que je n'ai pas explicité mes motivations, c'est vrai. Ça paraissait un peu gratuit cette affaire. Cela dit, bon, ne serait-ce que pour on pourrait simplement se dire, voilà, on aimerait faire flotter vraiment le temps et voir ce que ça donne, mais il y a une motivation réelle chez moi qui est liée au rapport qu'on peut construire aujourd'hui dans l'horizon d'une philosophie contemporaine avec les sciences. Et donc, bon, ça je ne l'ai pas du tout mentionné, mais l'espace-temps, qui est souvent chez Lyotard, espace-temps désigne l'espace-temps articulé du discours, de la représentation et tout, qu'il faut saboter, qu'il faut fracturer, etc. Il s'est fracturé lui-même chez les scientifiques de mille façons, d'une façon très intéressante dans le contexte de la relativité, avec un symptôme qui est le plus connu, je pense, pour tous ceux qui ont une vague culture scientifique, c'est que la notion de simultanéité, donc l'idée de synchronisation d'événements à distance, n'a plus aucune base, objectivité physique. Ça n'a plus de sens aujourd'hui, depuis 1905. La théorie physique n'a plus les moyens, en tout cas dans la théorie qui concerne l'univers à grande échelle, quoi. Bon, la physique quantique, c'est autre chose, mais disons la théorie de la relativité, qui s'intéresse aux grandes vitesses et aux grandes distances, la théorie de la relativité prévoit qu'il n'y a pas moyen d'établir des rapports de simultanéité absolue entre les événements. Le monde est fracturé en ce sens, temporellement, du fait qu'il n'y a pas de définition absolue de la simultanéité. Et ça, évidemment, ça devrait nous intéresser tous, ça devrait nous requérir, c'est un sollicitant de la physique contemporaine pour les philosophes, parce que c'est quand même inouï. Ça veut dire que l'idée même de synchronisation, qui est quand même à l'arrière-plan encore de toute l'affaire bergsonienne, il faudrait que les esprits soient isochrones, et qu'ils fluent en quelque sorte d'un même pas, tous, et qui est évidemment à l'arrière-plan de Husserl dans ses textes canoniques sur la conscience intime du temps, même si ça se complique quand on lit dans les parages de son œuvre. Bon, cette espèce de synchronisme dans lequel on vit, il est étroitement lié à la conception du flux là, qu'on évoquait de façon grossière en parlant de Deleuze. C'est-à-dire que même Deleuze, qui parle sans cesse de durée hétérogène, de temps hétérochrone, etc., indexe tout finalement quand même à une expérience qui est une expérience de saisie simultanée. Or, cette saisie simultanée, elle est aujourd'hui très problématique. Et donc, ce que j'ambitionne, moi, c'est de réconcilier un discours philosophique avec ce qui se construit du côté de l'espace-temps physique, et qui est un espace-temps qui intègre, en fait, l'idée de temps désaccordé, qui l'intègre, en quelque sorte, dès le départ. Des temps qui sont, en quelque sorte, en un certain sens, sans commune mesure, et qui produisent quelque chose aussi, une figure aussi, bon, j'ai pas le temps de développer, mais qui est celle d'un espace-temps troué, où il y a des zones de déconnexion, si les choses ne sont pas synchronisables universellement, comme Newton le pensait, en vertu d'une horloge universelle. C'est aussi parce que, bon, les choses se connectent, mais que connecter, ça prend du temps. Si les choses prennent du temps à se connecter, bon, il y a actuellement des choses qui se passent là-bas, mais qui se passent tellement, tellement loin, et en même temps tellement proches de nous dans le temps, qu'il n'y a pas moyen de nous synchroniser avec elles, c'est-à-dire il n'y a pas moyen d'échanger de l'information. Donc il y a des poches de déconnexion dans l'univers. C'est ça qui explique qu'il n'y ait pas d'horloge universelle. À la fin, il y a une topologie qui est cisaillée. Et ça, voilà, c'est quelque chose dont on doit hériter, que les physiciens ont mis au point. Et j'ai l'impression que les philosophes ont tourné autour de ce type d'idées sans prendre à bras le corps la possibilité que le temps réellement flotte en ce sens-là. Mais alors voilà, pour répondre plus simplement à la question, je dirais que la motivation, c'est de penser à un temps qui soit
d'emblée indexé à l'espace, qu'il ne soit pas un temps qu'on pourrait rapatrier trop vite du côté de la conscience phénoménologique du flux temporel, un temps qui soit distribué sur l'espace, qui soit le temps du simultané, le temps de la synchronisation d'événements distants. Et ça, il y a guère aujourd'hui que les philosophes qui s'intéressent à la théorie des médias, ou des choses comme ça, qui vraiment pensent ça directement. Pourtant, c'est une question qui nous hante avec nos prothèses technologiques. Alors, on est en plein dans la question. Donc là, on a pu écouter toute l'ampleur de ta réponse et c'est bien, mais maintenant, on a 3 questions. Moi, j'ai relevé 3 demandes de questions. Donc, on va faire juste ces questions, vu qu'on est quand même en débord. Et donc, sans vouloir être extrêmement répressif, je vais demander à la fois aux intervenants et à l'excellent orateur de recalibrer un peu à la baisse le temps de la réponse. Alors, donc, dans l'ordre, Izzy, monsieur dont je ne connais pas votre nom, et Anne. Izzy. Je voudrais juste une remarque, ça n'appelle peut-être pas obligatoirement un développement. Mais suite à ce que vous avez dit, Corinne, vous avez employé à un moment comme équivalent le mot flottant et le mot flou. Et j'ai beaucoup travaillé sur Rothko, et pour moi c'est exactement le contraire. Moi, flou, c'est la crainte devant quelque chose qui ne flotte pas, justement. D'accord, qui est de l'ordre du métaphysique stable. Et le flottant, c'est l'impossibilité d'y arriver. Donc voilà, c'était juste une remarque, et y compris pour Bergson, mais Bergson, c'est une autre question. Je vais mal comprendre. Qui ne va pas être traitée aujourd'hui. Mais ne confondons pas flottant et flou. Rothko était un peintre flou, mais pas flottant. D'accord. Bon, ça c'est... La réponse est d'accord. Une question naïve, candide. Comment peut-on transposer votre démarche d'écoute flottante dans les systèmes conceptuels? Peut-on penser des systèmes conceptuels flottants? Peut-on penser des espaces conceptuels dans un système flottant? Peut-on parler de polyphonie conceptuelle dans les systèmes conceptuels? Il faudrait identifier l'opération minimale que Lyotard décrit très bien, et Rensweig aussi, qui est en fait cette forme de la disjonction incluse, c'est-à-dire arriver à voir la chose à la fois comme fond et forme, à la fois comme rentrante et sortante, à la fois comme canard et lapin, le cube de Necker qui vient vers nous et qui reflue. Il faudrait arriver, dans l'ordre du concept, à saisir quelque chose du même ordre. Alors je ne sais pas, peut-être que la médiation dialectique, c'était ça, c'était ce coup-là. Sauf qu'immédiatement, elle se résout, justement. Il faudrait s'installer dans un état où on pense la chose et son contraire en même temps. J'ai l'impression qu'il y a un moment dans la dialectique qui veut ça. Pourquoi reste-t-il dans le domaine de l'art? Parce que précisément... il y a une transgression avec la deuxième question. Le discours, et notamment le discours conceptuel, a vocation à sortir de ce moment, à ne pas s'attarder dans ce moment d'indécision prolongée entre deux formes ou deux interprétations. Et Rensweig va très loin, il pense qu'on peut réellement voir le canard et le lapin en même temps. Il pense qu'on peut voir en même temps, quand il parle des lignes ambiguës, on peut en voir en même temps les deux visages qui s'incastrent l'un dans l'autre, à la faveur d'une ligne qui dessine, qui détourne en même temps deux visages. Il pense qu'on peut voir les deux. Mais conceptuellement... Troisième question. Mais conceptuellement, je l'ai dit. Je ne crois pas. Conceptuellement, c'est pas comme ça qu'on pense. Anne, pour conclure. Oui, rapidement, c'est passionnant cette histoire d'espace-temps. Tout à fait d'accord. Ce projet de ne pas séparer temporalité et spatialité. Ouais. Alors, l'idée du temps désaccordé et l'idée de la perte d'un cadre universel à la temporalité, avec l'abandon de la simultanéité, il me semble que ça pourrait envoyer dans 2 ou 3 directions. Première direction, l'analyse de la musique contemporaine, va justement du côté de cette pluralité des accordés, de temporalité plurielle, du temps de ce point de vue-là, ce que tu as dit à la fin sur la polyphonie pourrait être vraiment prolongée avec les analyses de l'un côté, de Godard et de l'autre sur la musique actuelle, pas simplement les analyses sur Cage, mais les analyses qui sont sur la polytechnicité, occupée sans compter. Qui doit beaucoup à Boulez quand même. Oui, mais alors à Boulez quand même transcendé. Chez Boulez, il y a beaucoup de structures.
Donc c'est occuper sans compter et où on est dans le spatio-temporel. Et la deuxième idée, c'est en fait temps. Tu sais, lorsque Lévi-Strauss parle de signifiant flotté et de signifiant flottant, donc on est là dans une temporalité qui est celle du temps flottant. Et du coup, effectivement, tu ne pourrais pas aussi intégrer une sorte de temps flotté comme concept intermédiaire entre le flux et le flot. Merci, c'est une belle piste. Bon, on a eu beaucoup de joie et d'excitation, et donc je propose qu'on passe à l'exposé suivant.